de porter sur mes épaules le fardeau d'éduquer mon entourage sur les réalités autochtones, un peu comme pour combler le manque, l'inexistence des réalités autochtones dans le cursus scolaire. Fait que moi, ça m'a beaucoup touché toute cette question-là de faire porter le fardeau d'éducation et de sensibilisation sur les individus autochtones. Tu es le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils veulent changer le monde. Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. Vous pouvez répéter? Philanthropique. Philanthropique. Je voudrais dire votre pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le don de soi. » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, écouter leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Bonjour et bienvenue dans ce 30e épisode. Il s'agit d'un épisode tout spécial, enregistré à l'occasion de la première édition du Podcaston, l'événement caritatif des podcasteurs francophones, librement inspiré du The Event et du Téléthon et imaginé par les fondateurs de Altrui, que j'ai eu le plaisir de recevoir dans l'épisode 23. On peut dire que ce nouveau temps fort de la générosité démarre sur les chapeaux de roue, puisqu'il rassemble 380 podcasteurs participants qui se sont engagés à mettre de l'avant l'association ou l'ONG de leur choix. L'objectif ? Collecter des dons et promouvoir l'altruisme et la solidarité. Pour ma part, j'ai décidé de poursuivre l'exploration des causes méconnues et qui méritent pourtant toute notre attention. J'ai choisi de vous présenter Mikana, un organisme autochtone sans but lucratif qui a pour mission d'œuvrer au changement social en sensibilisant différents publics sur les réalités et perspectives des peuples autochtones. À mon micro, la militante et fondatrice Widia Larivière me parle de ses combats, de la manière dont elle a grandi avec sa double culture autochtone et québécoise, de la transmission de ses racines à sa fille, des actions et de l'impact de Mikana dans la communauté, des outils pour décoloniser nos esprits et de la meilleure façon d'être un allié des peuples autochtones. D'où que vous nous écoutiez, que vous soyez les descendants d'un peuple colonisateur ou non, cet épisode est une leçon d'humanité et de résilience. Joignez-vous à moi au www.podcaston.org pour faire votre promesse de don dans la devise de votre choix. Nous pourrons ainsi connaître le montant collecté pour Mikana. Je compte sur vous. Bonne écoute. Bonjour Widia. Bonjour, Koué. Écoute, je suis très heureuse de te recevoir pour cet épisode spécial Podcaston pour parler de la cause autochtone, une cause encore beaucoup trop invisible et méconnue. Bien sûr, tous les organismes à but non lucratif méritent d'être dans la lumière, mais j'ai eu envie de mettre à l'honneur tout particulièrement ta jeune organisation, Mikana, qui est en pleine croissance, parce que sa raison d'être résonne particulièrement avec ma situation d'Européenne ayant émigré au Canada. Et je suis en quelque sorte en fait une descendante des colonisateurs. Et il m'a fallu attendre de passer mon test de citoyenneté canadienne en décembre dernier, après 9 ans sur le territoire, pour prendre la mesure de mon ignorance sur la réalité des peuples autochtones. Donc ça me semblait important aujourd'hui de faire la lumière sur l'histoire et les réalités des peuples autochtones. Et je pense aussi que ce dont on va parler aujourd'hui interpellera le reste de la francophonie qui nous écoute, d'abord parce que les peuples autochtones représentent 5% de la population mondiale, et ensuite parce que nous avons aussi tous dans nos racines, une histoire de génocide ou de racisme à raconter. Donc en fait, ça nous concerne tous. Avant de te donner le bâton de parole pour nous parler de Mikana, j'aimerais reconnaître que nous sommes réunis aujourd'hui en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Donc ça me semblait important de le dire en introduction, parce qu'on va revenir un petit peu plus tard sur cet enjeu de reconnaissance territoriale. Widia, est-ce que tu peux nous raconter qui tu es, d'où tu viens et quel est ton parcours? Oui, mais tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, puis merci pour l'intérêt envers notre organisme. Donc, moi, je m'appelle Widia Larivière, je suis née d'une mère Anishinaabe-Kwe, donc autochtone d'origine Anishinaabe-Kwe, d'une communauté qui s'appelle Témiscamingue, qui est dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue, dans l'ouest de la province du Québec. Les Anishinaabe font partie des 11 nations autochtones au Québec. Puis je suis née aussi d'un père québécois. Donc toute ma vie, j'ai grandi dans les deux culture Anishinaabe et
culture québécoise à la fois. Et assez rapidement dans ma vie, j'ai réalisé le fossé qui existait entre ces deux mondes. Juste ça, dès le départ, je pense que ça a quand même influencé beaucoup mon parcours parce que malgré moi, je me suis souvent retrouvée dans des positions dans lesquelles je devais sensibiliser ou éduquer des Allochtones sur les réalités autochtones. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, notamment que je suis la fondatrice et directrice de Mikana, qui est un organisme autochtone sans but lucratif qui fait de la sensibilisation sur les réalités et perspectives des peuples autochtones. Mikana, ça veut dire chemin en langue anishinaabe. Donc, on existe depuis 2015. Puis sinon, dans le passé, j'ai travaillé à l'Association des femmes autochtones du Québec, des coordonnatrices jeunesse. Donc, ça m'a vraiment beaucoup sensibilisée aux réalités des femmes autochtones. J'ai travaillé aussi à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Donc, ça m'a sensibilisée aussi aux questions de discrimination vécues par les peuples autochtones au Québec, notamment. Puis, j'ai été impliquée dans un mouvement social qui s'appelle I Don't Know More, qui a été un mouvement social autochtone pan-canadien en 2012 et 2013. Donc, moi, j'étais impliquée dans la branche québécoise de ce mouvement. Bon, ça aussi, ça me fait réaliser aussi qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire au niveau de la sensibilisation et de l'éducation du grand public sur nos réalités. Et sinon, dans ma vie personnelle, je suis aussi maman d'une fille de 4 ans pour qui c'est important pour moi de transmettre l'identité, la culture et la langue. Puis sinon, en termes de hobby, je suis aussi fan, je suis une geek, donc j'adore aussi parler de représentation et perspectives autochtones en lien avec la culture populaire, les séries, la science-fiction, les films de Marvel, de Star Wars, etc. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup, personnellement. Écoute, on va revenir sur certains points que tu as mentionnés. Tout d'abord, peut-être expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'un allochtone? Oui, un allochtone, en fait, c'est tout simplement une personne qui n'est pas autochtone. Puis c'est un terme très général parce que, il y a des gens souvent qui disaient, mais pourquoi est-ce que vous dites pas québécois, canadien? Mais c'est parce qu'on voulait pas prendre pour acquis nécessairement comme l'identité des gens. Donc, allochtone, c'est vraiment un terme très, très général, tout simplement pour décrire les personnes qui ne sont pas autochtones. Comment tu as vécu le fait de grandir avec tes deux identités, autochtone et allochtone? Ça a été difficile, je pense, pendant plusieurs années, notamment quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, moi-même, je connaissais pas toutes les réalités autochtones moi-même, mais j'étais dans les deux cultures. Puis j'allais dans une école primaire québécoise. Puis à cause de mon prénom, donc mon prénom, ça veut dire un ami en langue anishinaabe, donc je me faisais quand même poser beaucoup de questions sur mon prénom. Puis je me rappelle, en première année, j'avais une professeure qui m'avait ciblée dans la classe. Elle savait que j'étais autochtone, puis qui avait commencé à me poser des questions devant tout le monde pour que je puisse comme enseigner au reste des étudiants la culture autochtone, comme en utilisant ces mots. Donc, malgré moi, déjà, j'étais comme ciblée comme une personne qui était là pour éduquer les gens. Mais là, moi, j'étais aucunement outillée pour faire ça quand j'étais en première année du primaire. C'est le genre de situation qui m'a fait réaliser le fossé qui existait entre les deux mondes, mais en fait, surtout à cause de l'ignorance puis de la méconnaissance des Allochtones sur les réalités autochtones, notamment parce que, c'est en train de changer, là, mais comme... à l'époque, c'était pas inclus dans le curriculum scolaire, donc dans les cours d'histoire, etc. Donc moi, quand j'ai grandi, il y a encore plein de gens qui pensaient que les Autochtones, ça n'existait plus. Il y a aussi comme un événement assez important qui a eu lieu en 1990, que les gens appellent la crise d'Oka, qui a créé quand même énormément de tensions entre Autochtones et Allochtones. Et moi, j'étais au primaire à cette époque-là. Là aussi, ça a été une période où est-ce que j'ai entendu beaucoup de préjugés, de racisme, de commentaires racistes envers les peuples autochtones. Donc, ça aussi, en fait, je me rappelle que ça m'avait quand même beaucoup perturbée, mais je me posais en fait beaucoup de questions. Puis éventuellement aussi, quand j'étais plus au secondaire puis au cégep, c'est à cette période-là que j'ai appris que ma grand-mère était allée dans un pensionnat autochtone. Donc, les pensionnats autochtones, c'était des institutions dans lesquelles qui avaient été créées par le gouvernement canadien pour assimiler les peuples autochtones et dans lesquelles il y a eu
plusieurs abus à différents niveaux, de physique, psychologique, sexuel, etc. Puis moi-même, je ne connaissais pas cette histoire-là, même si ça touchait ma famille. Donc, c'est ma mère qui me parlait de ça quand j'étais un peu plus âgée. Donc, secondaire, cégep, puis ça m'a vraiment choquée de moi-même de ne pas avoir appris cette histoire-là et de voir que, en fait, personne connaissait l'histoire des stratégies d'assimilation qui avaient été vécues par les peuples autochtones, puis qu'en fait, que carrément, le Canada était bâti sur le génocide puis la dépossession territoriale des peuples autochtones. Donc, tranquillement, moi-même, je faisais ma propre prise de conscience en naviguant dans ces deux mondes-là, puis en faisant face à l'ignorance qui existait aussi autour de moi. Et moi-même, qui n'avais pas accès, à ma propre histoire, nécessairement. Fait que c'est ça. Fait que c'est différentes expériences comme ça qui m'ont mené éventuellement à vouloir militer, puis m'impliquer, puis c'est ça, me mener ultimement aujourd'hui là, à la création de Mikana. Ce qui est important de préciser en fait sur l'affaire des pensionnats, c'est que le but avoué de l'opération, c'était, je cite, de tuer l'Indien au cœur de l'enfant. C'est extrêmement violent comme but avoué. Et ces pensionnats ont séparé plus de 150 000 enfants de leur famille. Et ces enfants ont, comme tu l'as mentionné, subi des abus non seulement psychologiques, physiques, sexuels aussi, qui ont conduit à un taux de mortalité entre 30 et 60%. Et ça s'est poursuivi jusqu'en 1997. Ça, c'est important de le préciser parce que ça fait partie encore de l'histoire récente du Canada. Ton parcours de militantisme, il est passé par la création de la branche québécoise de Idle No More en 2012, qui signifie donc plus jamais indifférent. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce mouvement? En quoi il a consisté? Comment il s'est poursuivi? Donc, c'était à la fin de 2012, je pense, novembre 2012, si je me souviens bien. Et puis, le gouvernement de l'époque, donc c'est un gouvernement conservateur, il préparait des projets de loi qui allaient avoir d'énormes impacts sur les droits des peuples autochtones et sur les territoires autochtones à travers le pays, notamment les cours d'eau, puis même, en fait, des impacts même dans la gouvernance là, des communautés, la démocratie dans les communautés, etc. Donc, tranquillement, il y a eu... En fait, les Autochtones ont depuis longtemps plusieurs raisons de vouloir se mobiliser, mais je le décris souvent comme c'est la goutte qui a fait déborder le vase, parce que, Idle No More, souvent les gens ont l'impression que c'est apparu du jour au lendemain, mais à mes yeux, c'est plus comme un mouvement qui s'est construit progressivement, donc dû à un ras-le-bol collectif là, de toute l'histoire de la colonisation. Donc, tranquillement, il y a eu la mobilisation dans le milieu autochtone grâce à 4 femmes de l'Ouest canadien, donc 3 femmes autochtones et 1 allochtone, qui ont démarré le mouvement et qui ont lancé des appels à l'action à travers le pays pour inviter tous les Autochtones au pays à se mobiliser aussi. C'est dans ce contexte-là que moi-même et une autre militante autochtone de la Nation Innu qui s'appelle Mélissa Molène-Dupuis, qu'on a décidé de créer la branche québécoise du mouvement, notamment en créant des pages dans les médias sociaux, mais aussi en organisant des marches, des activités qui allaient amener de la visibilité sur le mouvement, puis qui allaient justement mobiliser les nations autochtones au Québec pour qu'ils puissent se joindre aussi au mouvement, puis que ça devienne... Puis éventuellement, c'est devenu un mouvement pan-canadien, puis même, je pense que ça allait dépasser les frontières. Là. Je sais qu'il y a des gens dans d'autres pays qui ont entendu aussi parler du mouvement. Puis, je dirais qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont eu lieu à la fin de l'année 2012 et début 2013. Des marches, des round dance dans des lieux publics. Donc, je me rappelle, c'était avant la période des fêtes, donc les gens allaient acheter leurs cadeaux. Donc, on allait comme déranger les gens pendant qu'ils magasinaient leurs cadeaux de Noël. Mais c'est ça, c'était vraiment pour sensibiliser sur les impacts de ces projets de loi-là. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a vraiment créé un mouvement de solidarité vraiment très fort dans le milieu autochtone. Moi, j'ai rencontré aussi personnellement plein de jeunes et de femmes autochtones vraiment super inspirants et qui m'ont justement inspiré éventuellement
créé Mikana parce que je trouvais qu'il méritait d'avoir plus de tribunes puis plus de lumière aussi. Puis le mouvement, ben souvent les gens nous demandent s'il existe encore. Moi, je dis que peut-être pas nécessairement comme la mobilisation en tant que telle, mais ça a tellement semé de graines, selon moi, que oui, le mouvement existe encore parce que ça a ravivé, par exemple, la fierté identitaire chez beaucoup de jeunes autochtones qui se sont impliqués. Ça leur a mis les questions autochtones à l'ordre du jour dans plein de milieux. Il y a carrément des partis politiques de l'opposition qui ont commencé à intégrer des questions autochtones dans leur plateforme. Donc, à mes yeux, bon, c'est peut-être pas le seul événement qui a mené à tout ça, mais ça a quand même joué un rôle important. Donc, c'est ça. Il y a des impacts qu'on peut encore sentir aujourd'hui. Tu l'as dit en introduction, tu es maman d'une petite fille de 4 ans. Comment tu abordes la transmission de ces racines autochtones dans son éducation ? Toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, tu as appris l'existence des pensionnats et très tardivement, à l'adolescence. Comment toi, en étant à ton tour maman, tu envisages la transmission de tout cet héritage historique et des stratégies coloniales à ta fille ? C'est une très bonne question, parce qu'en plus, c'est comme on habite en ville, puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que comparativement à quand moi, j'étais enfant, il y a beaucoup plus de ressources et d'activités culturelles qui sont maintenant accessibles et disponibles et auxquelles je peux faire participer ma fille. Ben, c'est tout d'abord comme à travers la culture puis la langue. Donc, moi-même, je suis en train de reperfectionner mes connaissances de langue Anishinaabe, puis j'implique ma fille dans ce processus-là. Donc, elle-même, à 4 ans, connaît beaucoup plus de mots en langue Anishinaabe que moi, j'en connaissais à cette époque-là. Puis moi, je pense que la langue, c'est comme un des éléments principaux. Donc, c'est important pour moi comme de lui transmettre de ce que je connais, du moins, de la langue. Puis c'est ça, en fait, je veux l'emmener aussi à le plus d'événements culturels possible. Moi, quand j'étais jeune, il y avait pas de powwow encore parce que ça a tellement été interdit pendant longtemps. Puis ça a comme recommencé tranquillement. Bon, j'étais un petit peu plus âgée. Mais là, aujourd'hui, avec ma fille, comme maintenant, il y a des routes de powwow, littéralement, tu sais, comme. Fait que j'amène ma fille à, c'est ça, des événements culturels comme les powwows, des festivals. C'est ça, je veux la mettre en contact aussi le plus possible avec sa grand-mère, donc ma mère. Ça va dépendre de ses intérêts aussi, là, mais tu sais, ma mère, elle fait beaucoup d'artisanat. Puis éventuellement, si ça l'intéresse, j'aimerais ça qu'elle nous enseigne les deux aussi. Tranquillement, je suis vraiment en réflexion aussi sur comment aborder peut-être le côté un peu plus difficile, comme justement l'histoire de la colonisation. Pour l'instant, j'ai une sélection de livres écrits par des personnes autochtones qui abordent un peu ces sujets-là tranquillement, notamment les pensionnats. Fait que c'est ça. Je veux faire ça de manière progressive parce que je veux aussi tout d'abord lui montrer le beau côté de la culture, de la langue, etc. Mais en même temps, parallèlement, la sensibiliser pour qu'elle ait comme un esprit critique à qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de la colonisation. Puis je doute pas qu'éventuellement aussi, elle va sûrement comme être fâchée ou outrée, tu sais, de tout ça. Parce que même aujourd'hui, comme souvent, ben, les enfants, tu sais, c'est comme... Ils posent beaucoup de questions, puis ils sont les premiers à nous pointer du doigt qu'est-ce qui a l'air... qu'est-ce qui a l'air absurde à pas faire de sens. Mais c'est ça. Fait que j'essaie de faire ça parallèlement. Tu sais, je veux pas juste focusser sur comme les mauvaises choses. Je veux quand même qu'elle soit au courant de l'histoire de la colonisation, mais je veux lui transmettre aussi comme la fierté puis le beau côté de la culture et de la langue. Ouais. Pour le côté obscur, c'est sûr que ça nécessite peut-être une approche différente et peut-être à d'autres moments aussi de son développement parce que on le sait, à cet âge-là, ce sont des éponges empathiques. Donc, ça peut être aussi délicat d'aborder cette partie-là si jeune. On va à présent parler de l'organisme que tu as cofondé en 2015 avec Mélanie Lumsden. Mikana, on l'a dit, c'est un organisme autochtone sans but lucratif qui a pour mission d'œuvrer au changement social en sensibilisant différents publics aux réalités autochtones, mais aussi en créant des ponts entre autochtones et allochtones. Donc vous proposez notamment des ateliers, des conférences, des formations de sensibilisation dans différents milieux. Où est-ce que vous intervenez essentiellement ? C'est vraiment très diversifié. C'est sûr qu'on essaie quand même de prioriser des milieux. Donc, on travaille beaucoup avec le milieu d'éducation,
le milieu culturel artistique, le milieu communautaire, défense de droits humains. Ouais, fait que ça, c'est pas mal les milieux principaux avec lesquels on travaille, mais il y a aussi des ministères, des entreprises qui nous contactent. En fait, on a énormément de demandes en ce moment, puis on ne peut pas répondre à toute la demande parce en ce moment, il y a beaucoup de gens. C'est comme s'il y a une prise de conscience collective qui se passe en même temps, puis il y a beaucoup de gens en même temps qui ont besoin d'être sensibilisés. Puis non seulement pour Mikana, mais aussi pour le milieu autochtone en général, c'est humainement irréaliste là, de répondre à toutes ces demandes-là. Mais nous, c'est ça. C'est pour ça qu'on est en réflexion sur où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact, puis s'assurer aussi qu'il y ait des outils disponibles au cas où si on peut référer les gens. On n'est pas disponible pour aller animer un atelier, mais les gens peuvent aller comme s'auto-éduquer aussi eux-mêmes en attendant. Mais c'est ça. En fait, je dirais là, c'est vraiment dans plusieurs milieux là, que les gens ressentent le besoin maintenant d'être sensibilisés aux réalités autochtones. Donc, c'est vrai que c'est une très bonne chose, une chose positive, mais c'est ça. Ça amène quand même des réflexions au fait que beaucoup de gens maintenant veulent être sensibilisés versus le manque de ressources humaines du milieu autochtone, justement, pour répondre à cette demande-là. Vous êtes les seuls à faire ça, à proposer des parcours de sensibilisation? On n'est plus les seuls. Je dirais peut-être je pense qu'on est le seul organisme sans but lucratif parce que nous, on est aussi dans des réflexions sur comment rendre les activités le plus accessibles possible. Je sais qu'il y a des individus aussi, puis peut-être des entreprises qui animent aussi des ateliers, des formations. Je sais qu'il y a des organismes autochtones aussi que c'est pas nécessairement leur mission principale, mais qui en font un petit peu, mais qui ont pas tant de temps non plus pour ça. Tu sais, par exemple, j'ai travaillé plusieurs années chez Femmes autochtones du Québec. On faisait un peu de sensibilisation sur les réalités des femmes autochtones, mais on était tellement occupés par notre mission principale de soutenir les femmes autochtones que c'était très limité qu'est-ce qu'on pouvait faire. Mais je dirais que si on n'est pas les seuls, on n'est pas beaucoup, on n'est pas tant que ça encore à le faire ici au Québec. En plus de la sensibilisation, vous avez aussi un programme d'ambassadeurs, ambassadrices et ambassadeurs. En quoi ça consiste? Oui, donc le programme d'ambassadeurs, c'est en fait des jeunes autochtones qui s'impliquent dans l'organisme. En fait, toutes nos activités de sensibilisation sont animées par des ambassadeurs. Donc, des jeunes autochtones de différentes nations. La plupart viennent du Québec. Il y en a quelques-uns qui viennent du Nouveau-Brunswick. Parce que c'est important pour nous qu'on puisse parler de notre propre voix. Donc, moi, j'ai grandi en écoutant plusieurs anthropologues allochtones qui parlaient des cultures et réalités autochtones. Donc, moi-même, j'étais un peu tannée d'entendre plein d'experts allochtones parler de nous. Puis là, je dis, bon, si nous, on anime des ateliers sur les réalités autochtones, je veux vraiment que ce soit des personnes autochtones qui les animent. Puis d'autant plus que les jeunes autochtones, au-delà des connaissances sur les notions de base, ont aussi beaucoup de vécu et d'expériences aussi à partager avec les publics autochtones. Puis ça vient davantage humaniser aussi les enjeux autochtones. C'est plus juste comme un enjeu politique, sociétal, mais vraiment comme aussi un enjeu humain. C'est comme j'expliquais plus tôt, quand j'étais dans le mouvement I Don't Know More, j'ai rencontré beaucoup de jeunes autochtones qui étaient super impliqués, qui avaient plein de choses à dire. Tu sais, souvent, comme même dans le milieu autochtone, les médias vont comme prioriser des représentants officiels, des chefs de communauté, mais ils vont pas nécessairement penser comme à approcher des jeunes autochtones. Donc c'est pour ça que c'est important pour nous d'impliquer des jeunes autochtones dans l'organisme. Puis c'est ça, aujourd'hui, c'est vraiment eux qui animent, non seulement qui animent les activités de sensibilisation, mais ils agissent aussi à titre de comité aviseur dans plusieurs projets. Ils développent du contenu pour les outils. Puis nous, en échange aussi, on veut pas seulement prendre d'eux sans rien leur redonner. On développe comme un programme pour eux de soutien, de développement de compétences, des espaces où est-ce qu'ils peuvent aussi ventiler après des ateliers, parce que des fois, ça peut être difficile de parler d'enjeux de racisme ou de sujets délicats. Puis des fois, il y a des publics qui sont plus résistants ou plus difficiles que d'autres. Donc, nous, on va être présents justement s'ils ont besoin de ventiler
où ils se sentent qu'ils ont besoin d'être davantage outillés pour aborder ces sujets-là pendant des ateliers. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est d'être là pour eux, en soutien, tout simplement, pour eux. Fait que c'est important aussi que ce soit un programme qui soit bénéfique pour eux, puis qu'on soit pas là juste prendre d'eux sans leur redonner. Et vous faites aussi de l'accompagnement en autochtonisation. Vous avez notamment entrepris une démarche avec le collège UNSIC pour reconnaître l'apport des cultures autochtones. Concrètement, quel était le périmètre du projet? En fait, le collège UNSIC, initialement, nous avait approchés parce que c'était en lien avec le logo de leur ancienne équipe sportive, le nom et le logo de leur ancienne équipe sportive, qui s'appelle les Indiens, et c'était comme un logo caricatural de visage d'un autochtone avec une coiffe, puis qui n'était pas nécessairement représentative des Autochtones, mais c'est eux-mêmes qui, avec tout ce qu'on entend là, sur la question de l'appropriation culturelle, avaient partagé, ressentir un malaise envers ce logo, puis qui étaient eux-mêmes en réflexion sur le changer, mais qui avaient besoin d'ateliers de sensibilisation pour commencer à sensibiliser le personnel puis les étudiants du cégep pour tranquillement qu'ils comprennent pourquoi le cégep veut emmener ces changements-là. Donc, ça a commencé vraiment avec cet événement-là, mais graduellement, ça s'est créé vraiment comme un partenariat beaucoup plus large. Puis le cégep, ça faisait déjà plusieurs années qu'il était en réflexion, puis on travaille sur, justement, en lien avec leur implication pour appuyer le milieu autochtone davantage, inclure les questions autochtones dans leurs cours, etc. Donc, eux, ils étaient comme prêts à commencer à implanter des changements significatifs dans leur milieu en termes de ce qu'on appelle décolonisation, donc au-delà de la sensibilisation du personnel, des étudiants, mais plus comme comment est-ce qu'on décolonise les plans de cours en incluant davantage des questions et perspectives autochtones dans les cursus des plans de cours, comment est-ce qu'on peut créer des espaces plus culturellement sécurisants pour les étudiants autochtones qui vont au cégep. Est-ce qu'il y a des outils qu'on peut créer pour les professeurs qui sentent qu'ils ont besoin d'aide pour développer leur cours? Donc, ouais, fait que c'est comme ça qu'on a commencé à travailler en partenariat avec le collège UNSIC. Puis on a réalisé éventuellement que c'était un besoin qui existait aussi dans d'autres cégeps, parce qu'il y a d'autres cégeps qui ont commencé à nous contacter. Fait que c'est pour ça aussi que là, on organise à chaque année le rassemblement pédagogique à chaque mois de mai, qui regroupe des professeurs ou des gens du milieu de l'éducation collégiale à travers le Québec pour justement réfléchir sur comment, notamment, décoloniser les plans de cours ou inclure les questions autochtones dans le cursus scolaire, dans les différents cours au cégep. Puis, plus largement, c'est aussi une réflexion sur comment est-ce que les institutions comme les cégeps peuvent aussi repenser leurs pratiques, leur manière de faire à l'interne aussi. Fait que c'est comme une réflexion. C'est pour ça que ce volet-là, ça s'appelle partenariat pour des changements systémiques. C'est pas seulement comme des réflexions au niveau individuel, mais aussi comme au niveau systémique de l'institution. On accompagne des milieux qui ont été sensibilisés puis qui sont maintenant prêts à aller plus loin. Au cours des 20 dernières années, la reconnaissance des droits des peuples autochtones a progressé, avec la mise en place notamment de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui a été adoptée en 2007, la Déclaration américaine sur les droits des peuples autochtones en 2016, ou encore l'instauration de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones. Ça, c'est pour les instruments de gouvernance à l'international. Mais toi, depuis que tu as créé l'organisme, il y a 8 ans maintenant, quelles sont les avancées que tu as pu constater au Québec et au Canada, que ce soit en termes de reconnaissance, d'éducation ou de représentativité dans la société de manière globale? Personnellement, quand j'ai été impliquée dans le mouvement I Don't Know More, j'ai vraiment remarqué une espèce de prise de conscience collective que j'avais jamais vue avant de toute ma vie. Puis c'est la période aussi qu'il y a eu la commission de vérité et réconciliation. Là, ça a terminé, je pense, en 2015. Puis c'est vraiment, je pense, une période, en termes de prise de conscience collective,
que les questions autochtones soient remises à l'ordre du jour dans différents milieux, j'ai vraiment senti que c'est une période où est-ce que quelque chose s'est passé à ce moment-là. Puis éventuellement, ben là, ça l'a mené aussi à d'autres commissions d'enquête. Puis au Québec, spécifiquement, il y a eu une commission d'enquête qui s'appelle la commission Vien. Donc, plus spécifiquement, une commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et les différents services publics au Québec, justement pour faire la lumière sur les différentes situations de discrimination qui existent encore dans les services publics au Québec. C'est autant un défi pour moi de parler des avancées parce que autant je veux reconnaître qu'il y a quand même eu beaucoup de changements. Bon, dans les dernières années, il y a quand même des initiatives locales inspirantes, puis des prises de conscience, puis qui progressivement, qui prennent de plus en plus de place. Mais autant je réalise qu'il y a tellement encore de travail à faire en termes de sensibilisation, puis en termes de respect des droits des peuples autochtones, puis c'est je pense en 2020, il y a eu une histoire horrible, une tragédie. Donc, une femme autochtone de la nation Atikamekw qui est décédée dans un hôpital à la suite de commentaires et comportements racistes du personnel de l'hôpital de Joliette. Puis moi, je me rappelle, ça m'a juste comme tellement frappé en plein visage, cet événement-là, de réaliser que le racisme et la discrimination envers les peuples autochtones est encore tellement présente ici. Donc, tu sais, des fois, malheureusement, c'est comme les gens attendent les tragédies aussi pour agir. Mais c'est ça, je veux pas avoir l'air comme négative ou comme... C'est juste comme... Pour moi, je fais toujours la balance comme je veux prendre le temps de reconnaître. Puis surtout dans le milieu autochtone, parce qu'il y a tellement d'initiatives inspirantes qu'il y a eu dans le milieu autochtone. C'est juste qu'ils ont besoin de plus d'appui, plus de soutien, puis plus de visibilité. Puis en même temps, reconnaître qu'il y a vraiment encore beaucoup de travail à faire. Donc, c'est ça, c'est comme faire la balance entre les deux. Mais tu sais, je reconnais que dans plusieurs quand même milieux, puis souvent, c'est comme ce que je remarque, c'est beaucoup au niveau local que les choses se passent. Puis peut-être qu'éventuellement, c'est ça qui va comme briser les cadres, parce que des fois, j'ai l'impression qu'à des plus hauts niveaux, les changements se font très peu ou pas du tout, ou même que c'est comme difficile, en fait, qu'il y ait des changements, tandis que dans des milieux plus locaux, certaines organisations, justement, quand on parle du cégep à Ahuntsic, tu sais, il y a des super belles initiatives qui deviennent des exemples de bonnes pratiques, puis duquel les gens peuvent s'inspirer. Fait que j'essaie de me concentrer là-dessus, justement, sur le local, les belles initiatives locales, puis d'utiliser ça comme des bons exemples. Et moins me concentrer sur le niveau systémique, même si je sais, il faut travailler à faire des changements systémiques, mais souvent, c'est comme à travers les individus puis les initiatives locales qu'éventuellement, ça va prendre un peu plus d'ampleur. Éventuellement, ça va se rendre jusqu'au sommet de la pyramide. Parce que justement, tu me parlais tout à l'heure de cet accompagnement auprès du cégep qui était tout à fait ouvert à changer les plans de cours. Moi, je m'interroge, pourquoi ça ne suit pas au niveau provincial et fédéral, c'est-à-dire au niveau du ministère de l'Éducation, tout simplement? Est-ce que les manuels d'histoire se sont mis à la page? Oui, je suis pas au courant les micros avancés en termes du ministère de l'Éducation là, sur comment inclure les questions autochtones. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de différences. Par exemple, quand moi, j'étais au primaire moi-même, je pense quand même qu'il y a encore énormément de travail à faire. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il y a de plus en plus d'outils qui sont créés puis qui sont à la portée des professeurs. Donc, il y a de moins en moins d'excuses de ne pas parler de ne pas inclure les questions autochtones dans son cours parce que maintenant, il y a il y a même des BD. Je sais qu'il y a une BD qui s'appelle « C'est le Québec qui est né dans mon pays » qui a été créée par Emmanuelle Dufour, une allochtone qui raconte son parcours d'allochtone, de prise de conscience en tant qu'allochtone sur le sujet, puis elle a interviewé plusieurs personnes autochtones, puis elle a fait une BD. Il y a le Wapikon Mobile, qui est un organisme autochtone qui implique des jeunes autochtones dans la création de courts-métrages pour parler des sujets qui les interpellent. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment de plus en plus d'outils qui peuvent être utilisés
par les professeurs. Mais on rencontre encore beaucoup de professeurs qui se sentent démunis puis qui se demandent comment inclure davantage les questions autochtones. Puis peut-être que s'il y avait plus de mobilisation comme au niveau ou plus de direction claire ou de soutien du ministère ou des gouvernements pour ça, peut-être que les choses changeraient plus vite. Donc, c'est pour ça, tantôt, je parlais que c'est souvent comme des individus ou des initiatives locales, pour le moment, qui font toute la différence pour le moment. Alors, j'aimerais qu'on revienne quand même sur une loi qui s'appelle la loi des Indiens, qui est toujours en vigueur, qui a été créée en 1876, qui s'applique aux Premières Nations, et en gros, qui dit qu'un Indien inscrit, c'est-à-dire qui vit dans une réserve, est toujours considéré comme mineur aux yeux du gouvernement fédéral. Ce qui signifie qu'il ne peut pas contracter d'hypothèque, il ne peut pas rédiger de testament, il ne peut pas disposer de ses biens, ni être propriétaire d'un terrain, ni être admissible à des prêts, rien du tout. Comment tu expliques qu'en 2023, la loi sur les Indiens existe encore ? C'est tellement un sujet en soi, là, la loi sur les Indiens, puis la raison pour laquelle elle existe encore, parce que c'est vrai que c'est une loi raciste, désuète, même sexiste envers les femmes autochtones. Puis il y a des femmes autochtones qui se sont battues pendant des années pour amener des amendements, puis c'est une loi qui est quand même assez paradoxale. Puis en fait, parce que paradoxalement, les peuples autochtones ne voudront pas l'abolir si elle n'est pas remplacée par quelque chose qui va leur garantir des droits en tant que peuple autochtone. Donc, par exemple, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Parce qu'en 1969, il y avait déjà eu le projet du Livre blanc, puis d'abolir la loi sur les Indiens. Puis le milieu autochtone, c'est ce qu'il disait, ben on peut pas comme juste abolir la loi, parce que paradoxalement, c'est ce qui nous garantit en quelque sorte une espèce de reconnaissance en tant que peuple distinct, même si c'est une loi hyper discriminatoire. Donc, on veut travailler sur une alternative qui va reconnaître notre souveraineté puis notre autodétermination sur les territoires, puis en termes d'autonomie gouvernementale, etc. Bon, donc des revendications qui sont encore en cours aujourd'hui, puis qui sont des travails de longue haleine, puis à différents stades, dépendamment là, des nations autochtones. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué puis paradoxal avec cette loi-là. Mais je pense que comme la plupart des militants autochtones vont être d'accord que c'est une loi qu'il faut comme éventuellement se débarrasser, puis que nous, ce qu'on veut, c'est l'autodétermination, puis avoir le contrôle sur notre gouvernance, puis nos décisions, parce que c'est une loi qui nous infantilise, parce que, bon, c'est le gouvernement qui décide souvent plusieurs aspects de notre vie à travers cette loi-là. Bon, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, parce qu'il y a même un cours d'université d'une session complète sur la loi sur les Indiens, mais tout ça pour dire que c'est malheureusement une loi discriminatoire qui existe encore aujourd'hui. Puis nous, parallèlement, on veut faire reconnaître notre droit à l'autodétermination et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à la place de cette loi. Avec Mikana, vous avez mis en place la boîte à outils décoloniale, un parcours d'auto-formation en 5 niveaux. Absolument formidable. J'ai commencé à parcourir cette boîte à outils. Il y a énormément de ressources. Allez-y, foncez, parce que vous allez apprendre énormément sur tous les aspects en fait des réalités autochtones à travers des capsules vidéo, des documentaires, des podcasts. D'ailleurs, il y a un formidable podcast qui s'appelle « Laissez-nous raconter l'histoire Crochy ». Donc croche pour les noms québécois, c'est ce qui est un petit peu bancal, quoi. Voilà. Donc et en préambule de cette boîte à outils, vous rappelez qu'il n'existe pas de définition unique et universellement acceptée de la décolonisation. Par conséquent, il incombe aux allochtones de décoloniser leur esprit et de s'éduquer. Pourquoi c'est important, selon toi, que cette responsabilisation, elle soit non seulement collective, mais aussi individuelle? Quand je parlais un peu plus tôt, là, quand j'étais jeune, que moi, dès la première année, j'ai comme été ciblée souvent à des moments que je l'avais pas décidé de porter sur mes épaules le fardeau d'éduquer mon entourage sur les réalités autochtones, un peu
comme pour combler le manque ou l'inexistence des réalités autochtones dans le cursus scolaire. Fait que moi, ça m'a beaucoup touché toute cette question-là de faire porter le fardeau d'éducation et de sensibilisation sur les individus autochtones. Donc, moi, aujourd'hui, j'en ai fait ma mission personnelle, donc ça me fait plaisir d'éduquer puis de sensibiliser les gens. Il faut pas prendre pour acquis que chaque personne autochtone a envie de faire ça, puis que chaque personne autochtone a le devoir comme d'éduquer tout le monde sur ces réalités. Tant mieux si la personne a envie, mais il faut pas le prendre pour acquis. Puis j'ai vu plusieurs situations, par exemple, dans des classes à l'université, le seul étudiant de la classe est ciblé et doit répondre à des questions du reste de la classe autochtone ou du professeur autochtone sur les réalités autochtones, puis on prend pour acquis que la personne va être experte en tout sur les questions autochtones. Donc, c'est comme si on demandait à un Québécois d'être expert en agriculture, en politique, en langue, etc. Donc, c'est un peu réaliste aussi des fois d'avoir ces attentes-là par rapport aux personnes autochtones. Tout ça pour dire, je pense qu'on arrive à un point où est-ce qu'on doit transférer tranquillement aussi cette responsabilité-là, parce que souvent, nous, le temps qu'on utilise pour éduquer, sensibiliser, pour combler justement qu'est-ce qui n'existe pas dans le système d'éducation, c'est du temps qui va nous manquer pour travailler sur nous-mêmes, guérir des blessures intergénérationnelles, s'impliquer dans notre communauté, etc. Donc, c'est pour ça, je pense que les Allochtones, les alliés, il y a un travail d'auto-éducation aussi qui peut être fait de leur côté, sans toujours devoir dépendre du milieu autochtone. Donc, c'est un peu les réflexions qu'on avait chez Mikana. On va créer des outils où est-ce qu'on va référer les gens. Puis, bon, l'idée aussi de la boîte à outils décoloniale. Puis, l'idée aussi de la boîte à outils décoloniale, c'est qu'on voulait pas nécessairement réinventer du nouveau contenu ou réinventer la roue, parce qu'il y a déjà tellement d'outils qui existent en ligne, des capsules vidéo, des articles, des livres, etc. Donc, nous, en fait, on a fait comme le travail de recherche en ligne de qu'est-ce qu'on considère qui sont des bonnes ressources faites par des personnes ou des organismes autochtones et de les regrouper dans ce parcours auto-éducatif. Donc, pour l'instant, il y a les 2 premiers chapitres qui sont disponibles, donc terminologie et stratégie coloniale, donc ce qu'on considère vraiment être les notions de base on considère que tous les Allochtones devraient connaître sur les réalités autochtones. Puis c'est un outil qui est gratuit, accessible, disponible en ligne. Éventuellement, on veut faire peut-être un parcours un peu plus interactif là, sur un site web en ligne. Mais pour l'instant, il est dans la section ressources là, sur le site web de Mikana. Donc, tout le monde peut aller le consulter, aller à son rythme. Donc, je pense qu'il y a 15 heures de contenu dedans. Donc, c'est quand même un long parcours, mais qui est quand même très enrichissant. Donc, d'aller tout découvrir ces ressources-là. Parce que des fois, ça sert à rien de créer des nouvelles ressources. Il faut juste comme rediriger les gens au bon endroit. Fait que c'est l'idée de la boîte à outils coloniale. Puis on travaille actuellement sur d'autres chapitres à venir, sur des sujets un peu plus avancés, spécifiques. Puis éventuellement aussi, par exemple, il va y avoir un chapitre plus spécifique sur comment être un bon allié aux causes autochtones. Donc, c'est ça. Fait que on travaille encore là-dessus, mais il y a déjà les 2 chapitres qui sont disponibles en ligne. Alors justement, Ouidia, comment être un bon allié des peuples autochtones? Alors évidemment, on l'a compris, numéro 1, s'éduquer. Oui. oui, si c'est possible d'aller s'auto-éduquer, aller voir la boîte à outils décoloniale. Sinon, je dirais d'être à l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans le milieu autochtone, parce que j'ai rencontré souvent des gens qui avaient le syndrome du sauveur blanc, puis qui avaient déjà des solutions préconçues pour le milieu autochtone, alors qu'il y a plusieurs organismes autochtones qui sont déjà impliqués dans des initiatives, qui font même des appels à l'action, des campagnes. Donc, je vous dirais, allez suivre des pages Facebook ou dans les réseaux sociaux des organismes autochtones que vous aimeriez appuyer, que ce soit, ça peut être Mikana, mais ça peut aussi être, par exemple, Femmes autochtones du Québec, le regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Donc, il y a vraiment plusieurs organismes autochtones que vous pouvez aller suivre puis aller vous informer sur justement comment vous pouvez aller soutenir
leurs initiatives. Puis aussi quand ils ont besoin d'aide pour signer des pétitions, des gens des marches, besoin de dons pour des initiatives. Donc, il y a vraiment plusieurs manières. C'est ça, faire de la place aux voix puis aux expertises autochtones. Jamais parler au nom des Autochtones. Là, quand je parlais un peu plus tôt, là, nous, l'importance, c'est de parler au nom d'eux. Les personnes allochtones peuvent quand même s'exprimer sur le sujet en tant qu'alliés, puis justement de leur perspective. Mais c'est ça, il y a certains sujets que je pense que pendant tellement longtemps, c'est des personnes allochtones qui parlaient à notre place. Donc, quand c'est possible de donner la voix à des personnes ou des organismes autochtones, justement, si vous avez accès à des tribunes, c'est ça, faire la place aux voix autochtones, puis c'est pas obligé d'être nécessairement des représentants officiels. Moi, je travaille beaucoup, c'est ça, avec des jeunes autochtones. J'ai rencontré aussi beaucoup de femmes autochtones qui ont tellement de choses à dire puis qui méritent d'être entendues, mais qui, c'est ça, parce qu'ils sont pas des représentants officiels ou que ils font partie membres de la société civile. Ils vont être moins interpellés. Fait que pensez aussi population de la base aussi autochtone dans ces réflexions-là. C'est tout l'objet de cet épisode. Et puis, je précise aussi que tu travailles actuellement sur des projets de balado, justement pour donner de la voix aux populations autochtones. Alors, écoute, pour tranquillement conclure cet épisode, j'aimerais te demander quelle est la question que tu aimerais qu'on te pose plus souvent? Peut-être généralement, nous demander, en fait, qu'est-ce qu'on a besoin dans le milieu autochtone. Parce qu'on se fait tellement comme approcher par des gens qui nous arrivent avec des propositions, avec des idées, des solutions préconçues, alors que si des fois les gens étaient simplement en mode « qu'est-ce que vous avez besoin? » Comme « avez-vous besoin de soutien? » ou comment est-ce que nous, en tant qu'alliés ou en position de privilège, on peut comme vous soutenir le milieu autochtone? Fait que peut-être que c'est une question que j'aimerais entendre plus souvent que... Puis là, je parle pas juste pour Mykonos, mais je parle vraiment généralement dans le milieu autochtone, parce que je l'ai tellement vu souvent, comme des gens arriver avec leurs solutions préconçues pour le milieu autochtone, puis qui n'étaient pas assez à l'écoute, pas assez dans l'humilité, à mes yeux. Et la question que tu aimerais qu'on arrête de te poser? Je pense que c'est vraiment comme les questions en lien avec les préjugés tenaces qu'on entend encore. D'ailleurs, on a fait un guide avec Amnesty International, mais il y a encore des gens qui me demandent si je paye des taxes, est-ce que ma mère a des problèmes d'alcool, comme vraiment les gros préjugés tenaces qu'on entend encore aujourd'hui sur les peuples autochtones. Puis d'ailleurs, c'est ce qui a mené à un guide qu'on a fait avec Amnesty International qui démystifie 10 préjugés qu'on entend encore souvent sur les peuples autochtones, qui s'appelle « Tu n'as pas l'air autochtone et autres préjugés », puis qui est disponible dans la section ressources de notre site web. Fait que moins de questions sur ces préjugés-là, puis plus vers comme, c'est ça, des questions vers le positif, constructif, puis qui sont là en soutien avec le milieu autochtone. Alors, je précise que je vais mettre toutes ces ressources également dans les notes de l'épisode du podcast, évidemment, pour que ce soit encore plus facilement accessible. Écoute, pour conclure, Widya, si nos auditeurs devaient repartir avec 2-3 idées clés et si tu devais leur expliquer pourquoi c'est important de soutenir financièrement la cause autochtone, qu'est-ce que tu leur dirais? C'est comme nous, on utilise l'éducation comme un outil de lutte contre le racisme et la discrimination envers les peuples autochtones. Donc, investir dans l'éducation, la sensibilisation, c'est directement investir dans la lutte contre le racisme et la discrimination envers les peuples autochtones. Puis nous, c'est sûr qu'on travaille aussi avec des jeunes autochtones, donc les ambassadeurs, puis ce sont des jeunes qui donnent tellement, justement, pour la cause, et qui ont besoin de soutien en échange, qui sont souvent en processus de guérison, justement à cause des impacts intergénérationnels, toutes les stratégies d'assimilation. C'est vraiment comme d'être en soutien aussi pour la jeunesse autochtone, parce que c'est la relève, on veut qu'ils soient bien outillés, qu'ils aient les mêmes droits, en fait, que le reste de la population. C'est ça, parce qu'il y a tellement de travail encore à faire en termes de respect des droits des peuples autochtones, tout simplement. Alors, j'invite nos auditeurs à poser un geste, quel qu'il soit, même aussi petit soit-il. Ça peut être tout simplement s'auto-éduquer, aller faire un tour sur le site de Mykonos, consulter les ressources, faire un don
à la hauteur de ses moyens. Je vous mettrai bien évidemment toutes les directives dans les notes de l'épisode, mais vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur le site podcaston.org et faire une promesse de don pour Mikana. Écoute Widia, merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps et de nous avoir éclairé sur les réalités du peuple autochtone et sur la mission de ton organisme. J'espère qu'à travers cet épisode qui s'inscrit dans le cadre d'un marathon caritatif, tu vas recevoir une pluie de dons. Et je te souhaite une bonne continuation dans tes projets. Merci beaucoup, Miigwech. Merci, Miigwech. Merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission ? Dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à charlène@philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.